Madame, Monsieur, bonjour, vous êtes bien sur Télésud pour votre édition de la mi-journée de ce mardi 11 juillet, dont voici les principaux titres. Le 30 juillet prochain, les Centrafricains seront appelés à voter sur un projet de nouvelle constitution proposé par le président Faustin Archange Touadéra, un projet qui, selon l'opposition, permettrait au chef de l'État d'être président à vie. Lundi, 86 migrants subsahariens ont été secourus au large de l'archipel des Canaries, mais les sauveteurs sont toujours à la recherche de 200 personnes disparues après avoir quitté le Sénégal en bateau. Et pour terminer cette édition, nous reviendrons sur le sommet de l'OTAN qui se tient à Vilnius en Lituanie, un sommet pour réaffirmer le soutien à l'Ukraine dans sa guerre face à la Russie et son éventuelle adhésion à l'organisation. Je vous le disais, en République centrafricaine, le président Touadéra a remis à la direction nationale de la campagne référendaire un projet de nouvelle constitution soumis au référendum le 30 juillet prochain. Un projet controversé qui permettrait au chef d'État de briguer la présidence sans limite des mandats. Les explications avec Émeric Torregnon. C'est une nouvelle étape que vient de franchir le projet de nouvelle constitution en Centrafrique. À un peu plus de 2 semaines du référendum, le président Faustin Archange Touadéra a remis le texte à la direction nationale de la campagne référendaire. Cet organe se chargera ensuite de le publier avant le début des campagnes pour le oui et pour le non. Pour les défenseurs de ce projet de loi, la nouvelle constitution, si elle est adoptée, offrira au pays les leviers pour son décollage économique. On ne peut pas aujourd'hui continuer à utiliser une constitution qui traîne encore à travers elle tout ce qui a trait à la transition qui avait pris fin depuis longtemps, en 2016. Donc, enfin, la RCA va se faire doter d'une nouvelle constitution, mais qui prend en compte toutes les aspirations liées au développement. L'une des plus importantes modifications qui tranche avec le texte de 2016, actuellement en vigueur, concerne le mandat présidentiel. Il passe de 5 ans, une fois renouvelable, à 7 ans sans restriction, une disposition décriée par l'opposition, mais opportune pour les soutiens du pouvoir. Aujourd'hui, en République centrafricaine, qui est classée même parmi les pays les plus pauvres au monde, alors que ce pays regorge de toutes les richesses naturelles, nous nous sommes dit, avec un mandat de 5 ans, renouvelable seulement une fois, le président qui vient là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas faire la magie pour faire décoller le pays. Il faut élargir un peu le mandat, sauter le verrou, pour que le président puisse avoir une marge de manœuvre pour pousser le pays vers le développement. L'opposition n'a qu'à battre campagne pour le non, c'est le peuple qui va maintenant nous départager. Cette modification permettra au chef de l'État Faustin Archange Touadéra de se représenter pour un 3e mandat. Le projet de loi prévoit également une réforme profonde de la Cour constitutionnelle. Au lieu de 9 membres qui la composent actuellement, 11 siégeront désormais au sein de ce conseil, dont 3 désignés par le chef de l'État et 3 autres par l'Assemblée nationale. Mais reste à savoir si la majorité des Centrafricains est convaincue du nouveau projet de constitution. Du 15 au 28 juillet, les partisans du oui et du non tenteront de les convaincre avant le scrutin du 30 juillet. Et on reste en Centrafrique où un casque bleu rwandais de la MINUSCA a été tué lors d'une attaque menée par des groupes armés dans la préfecture de Haute-Koto, au nord-est du pays. Selon le communiqué de la MINUSCA, l'attaque a eu lieu lors d'une patrouille et a également entraîné la mort de 3 assaillants et la capture d'un 4e. Les sauveteurs espagnols ont secouru 86 migrants originaires d'Afrique subsaharienne à bord d'une embarcation au large des îles Canaries lundi. La situation dans la zone reste floue avec des indications que d'autres bateaux pourraient également être en difficulté. On fait le point avec Mathieu Nicolas. Ces migrants pourraient être les passagers d'un bateau parti du Sénégal il y a 2 semaines. Lundi, 86 d'entre eux, venus de pays d'Afrique subsaharienne, ont été secourus par une équipe espagnole au large de l'archipel des Canaries. Un avion envoyé par les sauveteurs avait initialement estimé que le nombre de personnes à bord de cette embarcation pouvait être d'environ 200 et qu'elle semblait correspondre à un bateau parti du Sénégal il y a près de 2 semaines et porté disparu avec environ 200 personnes à bord. Mais le service espagnol de sauvetage en mer doute de ces estimations.
Nous ne pouvons pas encore le confirmer à 100%, mais il est probable que cela soit la même chose. Le chiffre que nous avions donné plus tôt provenait de l'avion qui avait localisé l'embarcation, mais il est difficile pour un moyen aérien de déterminer le nombre de personnes. Un navire de secours a ramené les migrants vers l'île de Grande Canarie, où ils ont été accueillis par des employés de la Croix-Rouge, qui leur ont prodigué des soins médicaux. Les migrants sont 80 hommes et 6 femmes d'origine subsaharienne. Rien n'indique qu'ils font partie des 300 migrants disparus à bord des 3 bateaux qui étaient partis du Sénégal à destination des îles Canaries. 3 bateaux qui auraient transporté des migrants d'origine sénégalaise qui avaient décidé de partir en raison de l'instabilité qui règne au Sénégal. Depuis lundi et la découverte d'un des 3 bateaux, de nombreuses ONG déplorent le manque de moyens de recherche pour retrouver ces 300 migrants subsahariens disparus depuis 2 semaines. Selon elles, une plus grande collaboration entre la Mauritanie, l'Espagne et le Maroc serait nécessaire pour venir en aide à ces personnes. Un tribunal libyen a condamné 37 personnes à des peines sévères pour trafic d'êtres humains. Les accusés, dont l'identité et la nationalité n'ont pas été précisées, ont été jugés par la cour d'appel d'Al-Baïda pour leur rôle dans l'organisation d'un voyage en mer sur une embarcation délabrée qui avait causé la mort de 11 migrants. Parmi les condamnations prononcées, 5 personnes ont reçu des peines à perpétuité, 9 ont été condamnées à 15 ans de prison et les autres à 1 an d'emprisonnement. L'armée soudanaise a refusé lundi de participer à des pourparlers de paix à Addis Abeba organisés par des pays d'Afrique de l'Est visant à mettre fin à la guerre qui ravage le Soudan depuis 3 mois avec des combats qui auraient déjà fait 3000 morts, même si pour de nombreux observateurs ce chiffre est probablement sous-estimé car de nombreux corps restent encore inaccessibles. Et alors que la situation ne cesse de se détériorer, notamment suite à un bombardement meurtrier samedi, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a exprimé lundi son indignation et son effroi face à cette tragédie, appelant une nouvelle fois à l'arrêt immédiat des combats entre l'armée et les paramilitaires, afin d'éviter que le pays sombre dans une guerre civile totale. Soukaina Kalissal. Au Soudan, suite au bombardement samedi sur le quartier de Dar el-Salam, à Oudarman, une banlieue au nord-ouest de la capitale, qui a fait, selon les autorités, 22 morts et un grand nombre de blessés parmi les civils, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a alerté la communauté internationale que le pays est au bord d'une guerre civile. Le Soudan est au bord d'une guerre civile totale, potentiellement déstabilisatrice pour toute la région. Il y a un mépris total du droit humanitaire et des droits de la personne, qui est dangereux et inquiétant. Cette guerre entre les FSR du général Mohamed Hamdan Daglo et les troupes du général Abdel Fattah al-Burhan, qui a commencé il y a près de 3 mois et a déjà fait plus de 3000 morts et des milliers de blessés, qui affluent tous les jours dans les centres de soins qui sont encore en capacité d'accueillir des patients comme celui de Médecins sans frontières. Donc au quotidien, on reçoit 15 blessés par jour, mais des fois, on a des pics, on a un afflux massif de blessés. Par exemple, il y a 10 jours, en 48 heures, 160 blessés sont arrivés sur l'hôpital. Et on était obligé à demander l'aide même du personnel non médical pour contrôler la foule, pour mettre de l'ordre devant les services des urgences, pour soigner les patients qui réussissent à arriver dans notre hôpital. Dimanche, l'Égypte a annoncé qu'elle accueillerait un sommet des voisins du Soudan, jeudi 13 juillet, pour examiner les moyens de mettre fin au conflit et à ses répercussions sur toute cette région. Jusqu'à présent, les négociations menées entre autres par les Américains et les Saoudiens n'ont permis d'obtenir que des trêves temporaires, quasi jamais respectées. L'ONU a averti lundi que les objectifs de développement visant à améliorer la condition humaine, tels que la réduction de l'extrême pauvreté, l'accès à l'eau potable et l'égalité entre les sexes, sont en péril. L'organisation a appelé à un plan de sauvetage pour garantir que personne ne doit être laissé pour compte. On écoute le secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales. L'image de l'ensemble des progrès donne à réfléchir, nous devons le dire. Sur les quelques 140 cibles de données évaluables, les dernières données montrent que seulement 15% environ sont sur la bonne voie. Ainsi, selon les contre-tendances, seulement environ un tiers des pays atteindront l'objectif de réduire de moitié le niveau national de pauvreté d'ici 2030.
600 millions de personnes seront confrontées à la faim, 300 millions d'enfants ou de jeunes qui fréquentent une école en sortiraient incapables de lire ou d'écrire. Et il faudrait près de 286 ans pour combler l'écart entre les sexes en matière de protection juridique et pour supprimer les lois discriminatoires. Un appel à l'aide pour les migrants expulsés dans le désert tunisien, l'instauration d'un couvre-feu après des attaques dans le centre du Nigeria et les femmes du Tigré qui manifestent pour le retour de l'aide humanitaire et alimentaire. C'est le reste de l'actu préparé pour vous par Noël Dong et Yanis Fouchine. Une association tunisienne a lancé un appel lundi pour la mise en place d'une aide d'urgence en faveur des dizaines de migrants chassés de Sfax dans le centre-est du pays vers les frontières libyennes et algériennes. Betty, cette association d'aide aux femmes victimes de violences, a jugé nécessaire une coordination d'urgence regroupant les défenseurs des droits, les ONG et les institutions publiques afin de coordonner les efforts et mutualiser les ressources pour une prise en charge efficiente et de qualité des migrants subsahariens. Suite à des affrontements ayant coûté la vie à un Tunisien, des dizaines de migrants ont été évacués de Sfax, ville portuaire devenue le principal point de départ de l'immigration irrégulière vers l'Europe et conduit la semaine dernière vers des zones inhospitalières frontalières avec la Libye et l'Algérie. Un couvre-feu a été instauré dimanche dans le centre du Nigeria après de nouvelles attaques entre communautés qui ont fait au moins 9 morts, ont annoncé les autorités. Le district de Mango, dans l'état de Plateau, est en proie depuis 2 mois à de graves violences entre des communautés agricoles et d'éleveurs qui ont fait plus de 200 morts. L'enchaînement de meurtres suivi d'actes de représailles a donné naissance dans la région à une criminalité plus large, avec des gangs qui mènent des expéditions ciblées dans des villages où ils tuent des habitants par dizaines, procèdent à des pillages et des enlèvements contre rançon. Dans la région du Tigré déchirée par la guerre, les femmes sont descendues dans la rue dimanche, exigeant la reprise immédiate des aides alimentaires indispensables, le retour des personnes déplacées dans leur foyer et la justice pour les victimes de violences sexuelles. Résolus à faire entendre leur voix pour que soit trouvée une solution aux pénuries alimentaires qui frappent la région en raison de l'arrêt de l'aide fournie par les organisations internationales, les manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du Tigré. Les manifestants, principalement des femmes, ont exposé leurs préoccupations concernant l'arrêt de l'aide alimentaire par les organisations internationales, notamment le Programme alimentaire mondial et l'Agence des États-Unis pour le développement international, qui a laissé la région aux prises avec de graves pénuries alimentaires. En France, la Fédération professionnelle des assureurs a estimé que les dégradations causées par les violences urbaines suite à la mort de Naël coûteront aux assureurs 650 millions d'euros. C'est plus du double que de l'estimation précédente qui s'élevait à 280 millions d'euros. Selon la présidente de France Assureurs, Florence Lussmann, 90% des coûts liés à ces violences concernent les 3 900 biens sinistrés appartenant à des professionnels et à des collectivités locales. Les dirigeants des pays de l'OTAN sont réunis à Vilnius en Lituanie pour un sommet crucial qui doit réaffirmer leur soutien à l'Ukraine dans leur guerre face à la Russie. L'Ukraine qui espère également des engagements concernant une éventuelle adhésion à l'OTAN. Soukaina Skalissal. C'est un sommet qui pourrait être décisif pour l'Ukraine. Les 11 et 12 juillet, Vilnius, la capitale lituanienne, accueille les dirigeants des 31 pays de l'Alliance. Une occasion pour l'Ukraine d'être au centre de l'attention des alliés de l'OTAN. Lorsque nous avons demandé à rejoindre l'OTAN, nous avons été francs. L'Ukraine est de facto déjà dans l'Alliance. Nos armes sont les armes de l'Alliance. Nos valeurs sont ce en quoi croit l'Alliance. Notre défense constitue un élément de la formule de l'Europe qui la rend unie, libre et pacifique. Vilnius doit confirmer tout cela. Objectif affiché du sommet, envoyer un message ferme à l'Ukraine et une promesse qu'elle deviendra un membre de l'OTAN. Présent par visioconférence, le président Volodymyr Zelensky a demandé à ce que son pays rejoigne l'organisation dès que la guerre sera terminée, afin de dissuader Moscou de toute nouvelle offensive.
Le temps des promesses répétées est révolu. Il est temps de définir un plan clair sur la manière dont nous parviendrons à l'intégration de l'Ukraine. Le sommet est évidemment placé sous haute surveillance militaire, avec la participation pour la France de la chasse aérienne menée par les Rafales ou encore 2 militaires de la brigade franco-allemande. Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine, j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements et de permettre d'avoir justement des capacités de frappe dans la profondeur aux Ukrainiens, toujours en gardant la clarté et la cohérence de notre doctrine, c'est-à-dire permettre à l'Ukraine de défendre son territoire. Cette réunion intervient alors que la Russie a mené au cours de la nuit une frappe de drone sur Kiev. Une opération conduite avec des appareils de fabrication iranienne lancés depuis le sud, selon des sources ukrainiennes. C'est ainsi que se termine cette édition. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.